Salutations distingués, fidèles téléspectateurs. Gardons toujours frais en mémoire cette trilogie, fidélité, efficacité et régularité. C'est l'âme de la devise qui anime le forum de médias. Les plateaux de séjour, découvrons-les, c'est-à-dire nous partons avec... C'est Mami Abongo, je suis analyste indépendante au service de mon pays. Analyste à Bongo et après analyste à Bongo. C'est ingénieur Kapanga Namaïra, à Nice. Je suis agronome, je suis aussi fermier. J'ai fait aussi le consultant en développement organisationnel et institutionnel. Je suis cadre de la société civile. Société civile, et puis... Bonjour, le grand sourire qui vous vient de l'UDPS par la bouche de Simon-Adrien Kalinga, secrétaire national en charge de la communication, information et médias et porte-parole de l'UDPS. Avec le porte-parole de l'UDPS, nous pouvons aller à droite. Et à droite, nous retrouvons... Lutumabango Junior, communicant. Lutumabango, et après Lutumabango... Jean Lokaka, cadre du PPRD. Lokaka, cadre du PPRD, et nous terminons avec... Aldarish Luboya, président de la Ligue de jeunes du Mouvement de libération du Congo, MLC. Les sommaires. Au monde, l'objectif premier visé par tout pays, c'est son développement harmonieux. Au préalable, doit partir de la base. Le sport n'est pas une activité à négliger car la vie d'une nation en dépend. Au sein d'un pays, le sport joue un rôle de tous ordres. Depuis que le monde est monde, toutes les nations pratiquent le sport. Le remaniement du gouvernement vient d'emboîter les pas à l'agression du pays. Annoncé depuis de longs mois, enfin, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi 24 mars que l'équipe de Samalukonde 2 a été rendue publique par la bouche du porte-parole du chef de l'État. Voilà de quoi est-ce que nous allons parler dans le forum. Commençons par le remaniement, puisque le pays était suspendu, attendez, avec beaucoup de suspense, le remaniement gouvernemental. Qu'est-ce que vous dites de ce remaniement? Quelles sont les raisons que vous avez tirées après le remaniement du gouvernement? Lutumo Mabongo. Bon, on ne peut que saluer déjà l'entrée dans ce gouvernement on va dire, deux monstres politiques, du poids lourd, Jean-Pierre Mbemba et le président Vital Kamerhe. Je croyais qu'on ne nous écoutait pas à ce forum. On a été écoutés. Je l'ai parlé, j'ai dit il y a 2-3 semaines qu'on doit faire le choix de l'union politique autour du président de la République. Donc Jean-Pierre Mbemba et Vital Kamerhe ont rejoint le président. La situation à l'Est fait en sorte qu'aujourd'hui, au niveau de la défense nationale, et je le répète tout le temps, on doit avoir quelqu'un qui est outillé, c'est-à-dire qui a une vision d'ensemble pour faire barrage au Rwandais. Et je crois que le choix de Jean-Pierre Mbemba, c'est un choix judicieux, très judicieux, parce que c'est quelqu'un qui a l'expertise. Donc il connaît qui il a en face de lui. Voilà. Donc je pense que le président de la République a été très inspiré de mettre à ce poste-là M. Jean-Pierre Mbemba. Et le Boya peut-être me soutiendra tout à l'heure. On verra les résultats très très bientôt. Maintenant, pour revenir à Vital Kamerhe, c'est un homme d'État d'abord. Et comme chaque homme d'État, il est passé par des obstacles, un parcours assez difficile. Il y a eu la prison, mais qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je crois que Vital Kamerhe, quand il est sorti de prison, il a été voir le président. C'est un homme il a dit, bon, je fais table rase de tout ce qui s'est passé avant, mais je me mets au service de la nation. Et Vital Kamerhe, au niveau de l'économie nationale, je crois que c'est un très bon choix. Vous connaissez ce qui s'est passé aujourd'hui avec le dollar, avec la situation est tellement difficile. Les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Ça, il faut dire les choses clairement. Et c'est quelqu'un qui est très intelligent. Et il a la connaissance du
l'État, hein, le contour de l'État et tout. Et je pense qu'il va nous apporter quelque chose de neuf. Il faut booster un peu cette économie-là, parce qu'on va sur le numérique, on va sur l'intégration régionale, c'est une économie qui est aujourd'hui axifiée par la guerre déjà, et puis avec tout ce qui se passe avec nos amis étrangers, les Indiens, les Pakistanais, bon, je ne suis pas raciste, hein, mais on se rend compte que quelque part, il faut quelqu'un qui connaît les rouages de l'État pour faire face à cela. Donc, tout ce qu'on doit demander aujourd'hui au nouveau VPM et ministre d'État, VPM et ministre de l'économie, c'est de s'occuper de la panier de la ménagère congolaise. Voilà. Donc, l'économie nationale est un peu on va dire en berne. Okay. Donc, il faut qu'on booste l'économie nationale. Et je crois que Vital Kamerhe est vraiment l'homme qu'il faut à cette place-là. Voilà. Alors, le CAC, vous avez tiré quelles leçons après la publication de la liste du gouvernement Remanié? Oui, je vous remercie sincèrement. Il s'agit du gouvernement de mon pays. Le devoir républicain nous oblige de les féliciter parce que ce sont les nominés de la République et ils ont la responsabilité étatique d'amener un Congo émergent, un Congo plein d'espoir, un Congo auquel tout le monde aspire, le bien-être collectif. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas penser à un système politique, à un régime politique, mais l'essentiel serait la satisfaction des besoins de la collectivité. Et donc, il faut qu'il y ait une paix sociale. Tout à fait. Il faut qu'il y ait la circulation des personnes ainsi que de leurs biens. Et le bien-être social, le bon vivre. Mais j'aurais des points de vue contraires, parce qu'il s'agit des maîtres du laboratoire de l'Union sacrée, qui naturellement n'ont pas envoyé les délégués, mais les coachs sont dans le terrain de football. Alors, il y a des défis à relever en ce qui concerne l'aspect économique. Vous savez que toutes nos entreprises sont en faillite. La non-mise en œuvre de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires, qu'on appelle OHADA, face à la non-adaptation de règles des affaires, l'économie de mon pays recourt à une planche à billets par manque de production. Et donc, il y a des défis à relever. En ce qui concerne la sécurité, dans les assises de Sun City, la plupart des officiers militaires venant du RCD et du MLC de Luboya, et que ces officiers ont eu racine à la gestion de la République, et c'est les mêmes qui sont dans l'état de siège, jadis. Donc, il y a un défi à relever. Et donc, faut-il mettre fin? Est-ce que vous avez tiré une leçon après? La leçon, c'est comme ça que je dis, faut-il mettre fin à l'état d'urgence pour dénommer une opération avec des unités spéciales, parce qu'il faut former l'unité spéciale pour mettre fin à la guerre de l'Est. Je suis convaincu que mon pays
a des officiers, des sous-officiers, des commandos, des fantassins bien formés. Mais il serait important qu'ils soient restructurés, qu'ils soient équipés. Et je suis parmi les gens qui pensent qu'il ne faut pas parler de la guerre de l'Est. C'est comme l'Est de l'Ukraine a été attaqué, on parle seulement de la guerre de l'Ukraine. Et je pense qu'il faut parler de la guerre du Congo. Et en formant les unités spécifiques pour mettre fin à la guerre du Congo. Pour nous, Congolais, conscients, patriotes, nous disons que la tâche n'est pas facile. Ok. La tâche n'est pas facile. MLC, politique. La leçon que vous avez tirée de ce remaniement. Merci beaucoup, directeur. Je vais commencer par faire peut-être une correction qui est nécessaire. C'est que la qualification de rebelle ou de groupe rebelle était une qualification propre au pouvoir dictatorial qui régnait sur Kinshasa lorsque le MLC s'est décidé de changer la donne et de libérer le Congo. Nous n'avons pas été un groupe rebelle, nous avons été une armée de libération. Bemba n'a pas été un rebelle, Bemba a été un fils du pays qui a voulu libérer son pays. C'était important de le dire. Et avant d'arriver sur les sujets qui concernent le gouvernement tout entier... Il obéit au pouvoir central. Non, un fils du pays qui s'oppose à la dictature. En prenant les armes. En prenant les armes. Comme le veut d'ailleurs même notre constitution actuelle. C'est que si vous avez, aussi que vous puissiez le définir comme institution établie, vous avez un pouvoir dictatorial qui limite les libertés de la population, vous avez le droit de prendre les armes pour défendre votre pays. Et en ce moment-là, on devient rebelle. Vous êtes libérateur. Vous êtes libérateur. Mais c'est comme ça que je vous ai dit, moi je devais rétablir cela parce que le vocable, les qualificatifs mouvement rebelle, c'était pour le pouvoir dictatorial qui était sur Kinshasa. Mais on ferme la parenthèse. Je vais aussi rapidement toucher un point avant de parler du gouvernement globalement pour ne pas être hors sujet, directeur. Le choix de Bemba, ce n'est pas parce qu'il a été, comme ça a été dit ici, on a choisi Bemba, c'était un ancien rebelle, donc ceci explique cela. Non. Il faut souligner le fait qu'effectivement, Bemba a été à la tête d'une armée de libération. Mais son choix aussi, parce que c'est un choix judicieux, ça a été dit ici, et orienté, c'est parce que Jean-Pierre Bemba, à la tête d'une armée, a réussi déjà à résorber le problème de la paix au niveau de l'Est du pays. Bemba a rétabli la paix dans l'Ituri en résorbant le conflit des Ema et des Lendou. Aussi, Bemba a fait montre durant plusieurs années d'une certaine maîtrise de la géopolitique et la géostratégie au niveau de l'Afrique centrale. Vous savez qu'aujourd'hui, les pays, il y a les États de l'EAC qui sont sur notre territoire. Et Bemba, cette expérience-là de coopération opérationnelle et militaire avec les pays voisins, qui puisse aider, en tout cas, notre gouvernement à mieux se sortir un peu de cette situation qui paraît, bien sûr, pas du tout simple. Mais Bemba, c'est aussi un très bon manager avéré qui pourra assurer la bonne application de la loi de programmation militaire par laquelle le gouvernement voudrait que nous ayons une armée réformée qui va relever les défis de la sécurité dans notre pays. Ça, c'était pour Jean-Pierre Bemba. Et vous savez que de toutes les nominations qui ont été faites, c'est la nomination qui a été le plus saluée par la population congolaise tout entière. Alors, parlant du gouvernement, le gouvernement vient directeur dans un contexte où il y avait déjà un programme du gouvernement qui avait été présenté en 2021, avec notamment 3 piliers. C'était premièrement faire de notre État un État fort, notamment en touchant la justice, la politique, les points de gouvernance et tout.
faire de notre État un État prospère, s'il s'agissait des finances et de l'économie, et bien sûr aussi faire de notre État un État solidaire. Et là, vous avez tous les aspects sociaux, les aspects culturels. Alors, il s'est avéré au fil de ces 2 années écoulées qu'un problème d'homme aussi s'est posé. Parce que bien sûr, ça vient aussi dans un contexte où il y a eu des personnes qui ont quitté l'Union sacrée en disant que le programme n'était pas bon, mais on ne les a pas vus présenter d'autres programmes meilleurs. Mais le problème s'est plutôt situé au niveau des hommes. Et vous verrez que, parce que vous nous demandez quel est notre aperçu du gouvernement actuel, je crois que tous les Congolais s'accorderont que la constitution du gouvernement actuel s'est faite dans un sens orienté pour prendre les taureaux par les cornes et résoudre les problèmes principaux qui ont été à l'ordre du jour quand il s'agissait d'établir le programme. Le premier, c'est la question des sécurités, vous le savez, la question du social qui a été évoquée ici. Nous avons bien sûr, il faut les considérer, hein, les questions électorales, les questions de gouvernance, et nous pensons que telle que la configuration de ces gouvernements a été faite, le peuple congolais peut s'attendre à quelque chose, mais cela va impliquer le travail. Cela va impliquer beaucoup de sérieux et beaucoup de rigueur pour que nous arrivions effectivement à rencontrer, excusez-moi, les attentes du peuple. Ok. Alors, Monsieur Kambele-Mbele, en quoi diffère le gouvernement Sama Lukonde 1 et Sama Lukonde 2? Bon, merci de la parole. Pour revenir à l'image qu'un intervenant a utilisée ici, il faut considérer que l'année présente, notre pays étant engagé à terminer le processus électoral, il était bon que l'équipe, comme une équipe de football, puisse être soudée et surtout en tout cas représenter les grands courants d'opinion, les grands courants, je dirais, de représentation nationale, de manière à rassurer tout le monde. Parce que si tout le monde est là, il y a moins de suspicion, de tricherie ou quoi, parce que tout le monde peut, en étant au gouvernement, peut arriver à rassurer ceux qui seraient pas très rassurés, n'ayant pas un œil à eux dans le gouvernement. Je crois que c'est un grand axe abordé dans l'aménagement qui a été apporté à l'équipe ici. C'est pour que, en tout cas, l'année étant une année électorale, il fallait qu'il y ait la paix de cœur et que tout le monde, sachant qu'il est représenté, qu'il puisse aller aux élections le cœur apaisé. Je crois que cela contribue aussi à la paix. Pour l'entrée de Jean-Pierre Bemba, que je salue personnellement, je n'irai pas jusqu'à parler comme le disent les hommes de la rue, mais je ne suis pas loin de penser de la même manière, parce que je sais que l'ethnographie ou l'ethnologie de notre pays donne aux ressortissants de l'Équateur la vaillance militaire. Quand on analyse la population du Congo, on sait que les militaires, on les cherche à l'Équateur. Ce n'est pas un a priori. Depuis la colonisation. Depuis la colonisation. Donc c'est une bonne. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le lingala et la langue parlée dans l'armée, c'est une bonne inspiration que le président de la République a eue pour que la défense nationale soit confiée à un Ngala pur. Il amènera l'esprit Ngala dans l'armée. Un guerrier. Guerrier. Guerrier de naissance, dans les sangs. Oui, alors, ok. C'est déjà un bon apport. Alors, monsieur le fermier, cérémonieusement, comment vous le trouvez? Léger ou profond? Bon, en fait, je me suis posé quelques questions pour savoir un peu comment on peut le qualifier. On pouvait dire que c'est comme mon voisin vient de le dire, que c'est
retouche qui puisse s'approcher de la cohésion nationale. Mais c'est une cohésion nationale qui n'est pas complète parce qu'il y a encore d'autres qui sont dehors. À ce titre-là, on se dit que la cohésion nationale serait alors partielle. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est dedans. On sait qu'il y a encore des acteurs dehors. Donc on peut se poser cette question-là. Et puis, est-ce qu'ils n'étaient pas tous de l'union sacrée? Qui n'est pas de l'union sacrée parmi eux? Boussa? Donc je me dis, quand on est de l'union sacrée, qu'on s'organise à l'intérieur, il n'y a pas d'événement. Donc c'est pratiquement l'union sacrée qui continue. C'est comme ça que je comprends. Deuxième chose, l'efficacité, oui. Je pense qu'on peut dire que c'était pour que ce soit efficace, parce qu'à certains postes, on a remarqué certaines faiblesses. Il faut quand même le reconnaître. Même si on n'a pas rendu public l'évaluation du gouvernement telle qu'il pouvait se faire, mais on a senti quand même qu'il y avait certains ministres qui étaient essoufflés. Donc il était nécessaire que ces réaménagements techniques interviennent. Et puis, on peut aussi se poser la question d'où viennent ceux qui viennent de rejoindre le gouvernement. Et puis, on connaît les acteurs, on connaît aussi leur passé. Ils sont alliés à qui? Au président seulement, ou bien ils sont aussi alliés à d'autres? Donc, ça aussi, ce sont des questions que on peut se poser. Mais je félicite le président Bemba qui arrive. Bien qu'en tant qu'agronome, j'ai toujours souhaité le voir à Guémena, parce qu'il y a des concessions énormes à Guémena. J'ai toujours cherché à le voir comme fermier comme moi, parce qu'il a des étendues. Mais ce n'est pas nécessaire que ce soit lui-même qui le fasse, mais il peut faire le travail. Donc ça, j'ai toujours fait. Donc je félicite son arrivée à cet endroit. Pour Vital Kamerhe, je me dis, félicitations aussi. Mais on devait quand même expliquer au peuple congolais qu'est-ce qui s'est passé, que l'on puisse humilier quelqu'un comme ça, que l'on vient finalement valoriser. Il faut expliquer quand même aux gens. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même personne? Est-ce qu'elle a été changée? Donc, ça aussi, quand même, ça méritait que, quelque part, on explique. Mboussa, c'est un acteur politique depuis longtemps. Je me rappelle qu'à son temps, il avait démissionné de son poste de ministre de la décentralisation parce qu'il avait jugé ce poste-là pas suffisamment... Ça ne répondait pas à son poids. Bon, j'espère que la coopération régionale va quand même lui suffire. Mais sinon, c'est un acteur aussi que l'on connaît bien, surtout au niveau de Beni. C'est quelqu'un qui est très, très connu avec son parti. Voilà. Donc, je pense qu'on peut attendre de bonnes choses de cette équipe. Si jamais on pense qu'on va arriver aux élections à la fin de l'année. D'accord. OK. Alors, Madame Ambongo, les coachings du gouvernement, c'est-à-dire les numéros 1 du gouvernement, a bien coaché Sama 1 pour être reconduit au Sama 2? Merci beaucoup, Monsieur Noël. Nous avons entendu la nouvelle, tard dans la nuit, la publication de ce gouvernement. Doit-on dire que c'est un remaniement, retouche, dans la forme, si je peux m'exprimer? Nous avons 5 VP maintenant, aucune femme, 11 ministres d'État, 4 femmes, 29 ministres, 7, une femme ministre déléguée et sur 12 vice-ministres, 4 femmes. Au total, 16, 27,5%. Donc, nous n'avons même pas atteint les 30%. Or, le 8 mars, nous avons bien signifié au chef de l'État qu'on devait respecter le quota des femmes dans les instances de prise de décision. Monsieur le Président de la République, vous n'avez pas respecté votre parole. Dans la forme, voilà ce que je peux dire. Maintenant, dans le fond, quand on veut changer les choses, il faut tout chambouler. Mais vous remarquerez qu'il y a des ministres
permanent, éternel qu'on n'a pas bougé. Ces ministres-là sont-ils parfaits? C'est ça la grande question. Vous avez eu dans ce gouvernement 2 ministres qui ont tenu des propos séparatistes. Ce sont des ministres qu'on devait chasser du gouvernement. Ils sont restés. Et vous remarquerez que depuis Kabila, il y a des ministres qui occupent le même, comment on appelle, portefeuille. Ils sont toujours là, vous les connaissez. Suivez mon regard. On ne les change pas. Les inamovibles. Doit-on continuer à évoluer comme ça? Et je me suis dit, ce remaniement avait simplement pour objectif de combler les vides que un partenaire avait laissés, parce que vous êtes sans oublier qu'un était parti, il a laissé des vides, alors on devait combler ces vides-là. Parce que si on cherchait l'efficacité, en tout cas, on devait chambouler. Et maintenant, je reviens sur l'entrée des 2 poids lourds. On les appelle des poids lourds. L'entrée d'un ancien chef de guerre, Jean-Pierre Bemba. C'est l'histoire, on ne peut pas la tronquer. C'est un ancien chef de guerre. On a attendu que la situation se gâte pour qu'on fasse maintenant appel. Laissez-moi parler. Oui, un ancien vice-président. Merci de me rappeler. Oui, c'est un. Vous avez vu dans les médias, lorsque le gouvernement était sorti, on n'est revenu que sur Jean-Pierre Bemba. Et on l'a traité de seigneur de guerre. RFI, France 24. Oui, ce sont les médias que nous avons l'habitude de suivre. Voilà l'ancien chef de guerre, tout ça et tout. Et on a attendu que la situation à l'Est se gâte pour qu'on fasse appel à Jean-Pierre Bemba. Et aujourd'hui, il est la ministre de la Défense, VP ministre de la Défense. Et moi, je dirais au sénateur Jean-Pierre Bemba, qu'on te laisse les mains libres. Si on lui met des crocs en jambes qui démissionnent. Ça veut dire quoi? Qui démissionne. Crocs en jambes, c'est quoi? Si on lui met des crocs en jambes, c'est-à-dire qu'on lui laisse les mains libres, qu'il mette un terme à cette guerre. C'est un conseil que je lui donne. S'il ne trouve pas son compte, qu'il démissionne. Bassimbi s'est tout jeté. Concernant l'autre poids lourd, c'est un économiste, nous le connaissons. Mais dans un passé récent, nous avons vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire? Nous avons vu ce qui s'est passé. Quand il a été DIRCAB du chef de l'État, il y a eu un procès ici, il n'y a pas longtemps. Maintenant, que pense l'opinion? Jugé, mis en prison, acquitté et directement VPM. Que pense l'opinion de ça? Il faut aller aussi tenir compte de ça. Et pour finir, M. Noël, vu l'injustice dans le chef des femmes, que le quota n'a pas été respecté, et je me suis dit, Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président, s'il vous plaît, comment on peut le ramener à être un vice-premier ministre? C'est une personnalité. Jean-Pierre Bemba, vu le poids qu'il a, l'ancrage qu'il a, Jean-Pierre Bemba doit être chef d'une institution. Mais on le rabat à un vice-premier ministre. Et sur le plan précédent, il est 2e. Il vient après Peter Kazadi. Un homme de trempe comme celui-là. Et moi, je dis encore que si il ne trouve pas son compte dans ce gouvernement, en tout cas, qui démissionne. Il pourra sortir la tête. Samaloukonde 1, Samaloukonde 2. Sur le président Kamere. Samaloukonde 1, Samaloukonde 2. Vous avez vu de trop parler aujourd'hui. Oui, je suis... Ne vous inquiétez pas. Samaloukonde 1, Samaloukonde 2. Je me suis posé la question pourquoi on n'a pas changé le Premier ministre Samaloukonde, alors qu'on a laissé plusieurs ministres dans le gouvernement. Moi, je me suis dit, peut-être qu'il travaille bien, peut-être on ne lui trouve pas un remplaçant. Parce que Samaloukonde à lui seul représente toute une province. Et vous savez aujourd'hui ce qui se passe dans le Katanga. Donc on devait peut-être le maintenir pour aussi gagner sa province. L'avoir à côté de lui serait mieux que de l'avoir loin. Je peux m'arrêter. Ok. Je veux juste dire à madame que Vital Kamerhe a été jugé et acquitté après plusieurs instances.
Donc, le bruit de couloir ou ce que dit la presse ou autre chose, Vital Kamerhe est sorti du tribunal comme un homme libre, dissuadé par ses juges. Donc, on ne va pas refaire le procès, même si on a des choses à dire sur la manière dont tout s'est procédé. Et vous en savez quelque chose, mais il a été acquitté. Après 2-3 instances. C'est la coutume maintenant. Non, On c'est pas- t'arrête, non, madame. après quelques semaines, on Vous t'acquitte. voulez C'est ce qui se passe aujourd'hui dans voulez- notre justice. Madame, vous voulez l'état de droit. Le DG de la SNEL vient de sortir. Je connais pas ce Didier dossier-là. Chimanga est sorti. Il n'a même pas fait une année en Mais prison. est-ce que vous faites confiance en notre justice ou pas? En tout cas, Quand on avec parle cette d'état façon de droit, faire la justice là, mais vous n'êtes ça pas ne juge. rassure pas. Vous n'êtes pas juge. Ça Ok. ne Faire la rassure pas, justice s'il vous plaît. selon Non, on doit pratiquer la justice parce que nous sommes dans un état de droit. Ouais, évoluons. Mais Qui quand rend on la doit justice? arrêter quelqu'un, après un mois, vous la quittez, Évoluons. ça laisse à désirer. Vital Kamerhe Je suis désolé. Vital Kamerhe n'est pas resté un Je mois en suis prison. désolé. Non, j'ai pris Hein? le cas de ce DG là dont Non. on vient d'évoquer Revenons sur tout à Vital l'heure. Kamerhe. Il n'est pas n'a resté même pas un mois fait en 2 prison. mois en Ok, prison, il est sorti. évoluons. C'est Il a quelle été jugé. justice que vous voulez pour Il ça? a fait appel. Évoluons. Il a eu la cassette. Il est parti, il est sorti de prison libre. À qui? C'est les juges qui rendent la loi. C'est les juges. Ok. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec les juges, ça c'est autre chose. La justice est faite comme ça. Il y a Tenez la compte de défense. l'opinion. Pardon, non, l'opinion, ça C'est fini. c'est la justice de la rue, Oui. les médias et tout ça. Non, Ah, la population. Donc, non. Elle a un mot à dire. Comme dit Lotou, Kamerhe n'est pas évadé de la prison. Kamerhe a été libéré par les juges, les sujets de justice. Donc, quand on est libéré, donc on est lavé. On est lavé. Bon, s'il y a faute, c'est pas Kamerhe qui a faute, mais c'est la justice qui l'a libéré. Donc, à partir de ce moment-là, Kamerhe est propre par la justice. OK, mais il y a un fait marquant, nous concernant, nous les journalistes. Pour une fois, pour la toute première fois dans ce pays, il y a 4 journalistes au gouvernement. 4 journalistes au gouvernement. Il y a eu d'abord Mutinga, Mabouilo, et s'ajoute maintenant Kabulo et Moleka. Mouyaya, ça fait, voilà, 5. C'est la toute première fois qu'il y ait 5 ministres dans un gouvernement dans notre pays. Qui sont journalistes. Ça, Vous avez votre chance alors. c'est une bonne chose. Et Est-ce que la presse prendra-t-elle le 4e pouvoir? Que moi, J'espère. j'ai réclamé. j'espère que ceux-là aussi défendront la cause des journalistes auprès du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, les journalistes, c'est l'homme qui ne se retrouve pas dans la vie. C'est paradoxal, C'est pas- Noël. C'est lui le faiseur d'opinion et il ne se retrouve pas. C'est qu'il ne fait pas bien son opinion. L'opinion, mais le travail, les journalistes font le travail. Vous le voyez bien, le travail que font les journalistes. Mais si le journaliste n'arrive pas à émerger, c'est qu'il ne fait pas bien son travail. Parce qu'il devrait recevoir à la hauteur de ce qu'il donne. Je prends les cas. Monsieur Simon, vous savez bien que les jours où le président est passé à la RTNC à l'occasion de l'enterrement de Kouyi, il y a eu un cahier de mémorandum qu'on a remis au président pour démontrer que touche les journalistes. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Vous avez le micro. Pour parler de cela, juste une petite parenthèse, je crois qu'on en avait parlé ici, c'est que on remarque toujours que les journalistes, par le travail qu'ils font, se font élire à l'Assemblée nationale, ils entrent au gouvernement, mais dès qu'ils sont à l'Assemblée nationale ou au gouvernement, ils ne parlent plus, par exemple, du cas de la dépénalisation du délit de presse, et c'est quand ils en sortent qu'ils se rappellent au fait qu'il y a des problèmes auxquels ils font face et pour lesquels ils doivent se battre. Je pense que c'est une bonne occasion pour les journalistes de lutter pour leur cause, étant donné qu'ils sont et à l'Assemblée nationale et au niveau du gouvernement. En plus, ils ont les micros et la presse et la plume. C'est par eux. OK. Dans le cas du directeur Kabulo, moi je salue ce choix. Je crois que c'est une bonne expertise au service de la nation pour le sport.
Donc c'est quelqu'un qui connaît le milieu sportif parce que pendant plus de 30 ans, il est dedans. Et c'est vrai parce que tout le temps qu'il a dénoncé des méfaits, de tout ce qui se passe qui n'est pas net dans le milieu sportif congolais, bon, maintenant il est aux commandes. Donc on va voir ce qu'il va faire. Mais je pense, moi je suis confiant. Je suis que le chef de l'État, sur ce point-là, il a été bien espéré. Kaboul connaît bien notre FECOFA. Ah oui. Kaboul connaît bien la CAF. Très bien. Kaboul connaît bien la FIFA. Voilà. Donc, Il n'y a pas que le football. Non, La je parle. tendance a toujours pensé au football, mais il n'y a pas que le football. en sa qualité de journaliste Sportif. Kaboul a couvert pratiquement toutes les disciplines. C'est ce que je voulais préciser, parce que Il a souvent on couvert parle toujours de football, toutes les FIFA, disciplines. CAF et tout Il ça. a joué avec moi. Mais il y a un mais. Mais, pourvu qu'il ait les moyens de sa politique, il ne faut pas qu'on les bloque avec des moyens. Parce qu'il a toujours été clair, il dénonce les choses clairement. Je crains qu'à un moment donné, on puisse lui faire qu'est-ce que tu as dit, toucher la touche au corps. Oui, des Des crocs en jambe. Donc qu'il manque des bananes. moyens de sa politique, c'est ça qui va vraiment le fragiliser. Mais si on lui donne des moyens, c'est quelqu'un, et l'opinion dans l'ensemble, les Congolais pensent qu'il peut mieux faire que n'importe qui. Mais pourvu qu'il ait des moyens de sa politique. Oui. Et d'ailleurs, Kaboul fait une bonne entrée. Depuis une longue période, On n'a plus jamais gagné. on n'a plus jamais gagné, mais seul les match. jours où il est nommé, et les léopards Le lendemain, écrasent. le Léopard gagne. Quand même. Les Léopards dames aussi, basketball, ont gagné C'est psychologique, c'est psychologique. Donc, C'est bon. Mais je vous dirais, non pas pour vous faire rire, à l'époque on a fait le football de loisirs, le vétéran, mon équipe, Amical Foura, a eu à écraser Ozerte Mangenda, où Kaboul jouait. ok, Kaboul était un grand joueur aussi. Il a joué dans des rings. Hein. Nous avons salué l'arrivée de Kaboul, mais nous avons un pays qui n'a plus de stade. Nos équipes peuvent homologuer. Pour préciser. Quelle explication vous donnez? Il n'y a pas d'explication. Le président de la République a fait le bon choix. Aujourd'hui, on a M. Kaboul à la tête du sport. Celui qui était là, bon, on a vu le résultat, d'où il n'est pas resté au gouvernement. Maintenant, il faut travailler avec une vision claire de ce qu'est être le sport congolais. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'il faille tout le temps participer à des compétitions si on n'est pas prêt. On peut s'arrêter pour certaines disciplines en disant, bon, on ne peut pas envoyer tout le temps des gens pour la CAN ou la CAF parce que à chaque fois, c'est toujours les mêmes résultats. Même fiasco. On peut se poser un peu même 4 ans en disant non, on arrête, on forme, on évalue, on analyse ce qui ne marche pas pour aller de l'avant. Il ne faut pas à chaque fois que, dès qu'il y a une compétition, on va tête baissée, on sort des millions pour résultat zéro. Donc ça, c'est un message que j'envoie à son Excellence Kaboul, qui peut réfléchir sur ça. Oui, Voilà. Il faut Je pense participer. que nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Prendre le secteur de sport comme l'agriculture, comme un secteur aussi important, qu'il ait aussi son budget. Qu'on ne puisse pas surprendre le gouvernement quand il y a des matchs, on commence à secouer par-ci, par-là. Parce que quand vous suivez les différentes fédérations, boxe, judo, karaté, vous rendrez compte qu'elles sont toujours confrontées au problème des moyens. Voilà, on devait aller dans tel pays, mais on n'est pas servi. On devait aller à telle place, on n'est pas servi. Et lorsqu'on les sert, on leur donne les moyens, ils partent, les athlètes ne reviennent plus. Ils restent là-bas à l'étranger, ils restent évoluer à l'étranger. Donc nous devons être sérieux. Voter un budget conséquent pour les sports, et surtout pour le sport roi qui est le football. Il y a tout le temps des championnats. Nous devons savoir, par an, nous avons autant de championnats, disponibiliser déjà les moyens pour les athlètes et non se laisser surprendre. Parce que lorsque il y a des tournois, il y a des matchs à jouer, à livrer, on commence à toquer par-ci, par-là, il y a des procédures d'urgence, ça bouge un peu les budgets. Et vous voyez d'autres athlètes même commencer à menacer tout un gouvernement. Si vous ne me donnez pas les moyens, je change de nationalité. Donc nous devons éviter ce genre de pratique, faire la programmation, être organisé et
nous sortirons la tête très haute. Rapidement. Je pense rapidement, on peut dire à notre Excellence Kabulo qui vient d'arriver, qu'il vient trouver un secteur qui est à l'abandon. Pratiquement le secteur du sport est pratiquement à l'abandon. Le championnat est inexistant. Donc il n'y a pas de championnat. Et l'autre jour, il y avait un match qui se déroulait, je ne sais pas, et puis on dit, mais ces jeunes gens-là ont pratiquement 15 matchs dans leurs jambes alors que les nôtres n'avaient aucun match. Comment vous pouvez jouer comme ça? Donc le championnat est inexistant. Il y a des stades municipaux qui ont été construits, mais quel usage? C'est devenu des archives ou quoi? Donc c'est pratiquement... On se pose même la question. Il y en a ici à Barumbu, il y en a... On les fait louer pour les morts, pour tout ce que... On les fait louer pour tout. Donc ça donne de l'argent partout, sauf pour les sports, pour lesquels ils ont été mis en place. Il y a même dans ces pays des terrains de football qui ont été remplacés par des maisons. Première rue industrielle. Il y avait un terrain, des rings, c'est là qui était leur terrain. Donc, c'est vous dire que quelque part, il y a un problème. Les résultats des états généraux des sports, tout le monde continue à crier que c'est dans les tiroirs, alors qu'ils ont fait de très bonnes réflexions par rapport à ça. Et puis demain, c'est la francophonie. Il ne faut pas oublier, nous sommes distraits, nous qui organisons la francophonie. Où est-ce que les équipes se préparent pour avoir des médailles? Ce sont des Canadiens qui viendront prendre des médailles ici, les Français, tout ça, tout ça. Donc, la francophonie, c'est chez nous et c'est demain. Je vois, moi je suis au campus, je suis au-delà du campus, je vois tous les travaux qu'ils sont en train de faire pour loger les athlètes, tout à fait bien, mais comment le Congo se prépare pour gagner des médailles. Et puis, à la veille de la francophonie, le ministre des Finances a même demandé à ce que l'on réduise de 11 fédérations à 4. Tout simplement parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'argent pour le sport. Il y en a pour le reste. Ça, c'est décourager les athlètes à la veille des Jeux de la francophonie. Donc, moi, je me dis, il faudra qu'on puisse se préparer. Et le dernier conseil, tous les athlètes vont loger au campus, dans les homes des étudiants. Mais quelle route ils vont prendre chaque jour? Donc, il faudra que l'on programme que l'avenir de l'université soit réhabilité et que ça devienne comme poids lourd, ou il passe avec deux voies, 4 voies. Ça peut permettre. Sinon, vous avez des gens qui sont venus jouer ici, ils sont bloqués au rond-point pour l'embouteillage. Ça ne va pas. Donc, il faudra qu'on pense à l'avenir université juste pour conduire les athlètes de façon... Sinon, il n'y a pas de route. Nous ne pouvons pas. Même quand moi je pars d'ici, je suis sûr que je vais arriver au-delà de 22 heures. Alors, les joueurs, ils ont joué, ils sont transpirés, ils doivent rentrer manger, bloqués au rond-point Gaba, embouteillage. Ok. Alors, Simon, rapidement... Oui, juste pour dire que nous ne devons pas oublier que le sport est lucratif. Oui, ça rapporte d'argent. Les investisseurs, les hommes d'affaires, Don King, qui est venu faire jouer le combat à Ali Forman ici, ce n'était pas l'État américain. Nous devons avoir des investisseurs, des bailleurs de fonds, des preneurs d'affaires. Et le sport doit... j'espère que Kabulo Manakabulo va bien encourager les privés à s'investir. À Lubumbashi, ce n'était pas l'État qui avait financé le cyclisme à Lubumbashi. Donc il faut que des mécènes prennent naissance et aident l'État. L'État vient en appui à des initiatives des mécènes. Ok. Et 1 minute. 30 secondes, 20 secondes, une seule chose, le sérieux et la rigueur. Nous devons être sérieux avec nous-mêmes et ce, même dans le domaine du sport. Ok. Moi, je vous remercie. Adonis, je partage avec vous. Prenons le stade de Martyrex et Camagnola. Vous avez les pubs de Vodacom qui vous donnent des millions. Mais pourquoi c'est sale? Ces directeurs-là n'ont rien à voir avec le Premier ministre et le Président. Qui gère ça? On a un problème de gestion. Et puis, de la division du travail. La stratification sociétale. Ok. Donc, tout ne revient pas au gouvernement. Ok. Qui contrôle qui, pourquoi et comment? Pour quel résultat? Voilà. Pour quel résultat? Monsieur Kabulo,
Monsieur Kaboulou, les sports scolaires est parti. Les tournois inter-écoles n'existent plus. Et c'est même interprovincial. Voilà, Monsieur Kaboulou, ça c'est votre domaine. Nous pensons que nous sommes là pour vous aider un peu. Bonne chance. Bonne chance. Félicitations à notre confrère Kaboulou. Nous pensons que Dieu va vous aider à mieux faire et remonter les niveaux de notre sport. Et sa voix va nous manquer dans les commentaires de match. Vraiment, vraiment. La voix de Kaboulou, on attendra longtemps pour le reportage. OK. Alors, nous parlons de développement. Il y a le programme de 145 territoires. Monsieur Kambele, quelles sont les notions de base qui pourraient favoriser le développement d'un pays, puisque nous sommes dans le développement de 145 territoires? Quelles sont les notions de base si nous voulons réellement que nous puissions parler du développement de notre pays? Noël, posée telle que vous la posez, la question risque de nous amener loin de la réalité. Ici, notre pays se trouve dans une situation donnée qui ne demande pas qu'on se mette à philosopher outre mesure. Le gouvernement a pris la question à bras le corps et a estimé que pour arriver à favoriser le développement du pays, il faut arriver à donner un minimum de forme au leadership gouvernemental jusqu'au plus profond du pays. Et pour le faire, le gouvernement a pris comme base le territoire. Nous avons 145 territoires dans le pays. Le territoire a été considéré comme une unité de base pour préparer un développement intégral. Il faut doter cette entité de base la plus rapprochée de la population qui permette une gestion, une coordination globale de ce qui peut se faire au plus profond du pays. Donc, entre le gouvernement central et le gouverneur des provinces, l'entité qui peut globaliser les choses, coordonner, avoir une vue d'ensemble pour toute une région, c'est le territoire. Alors, il faut que ce territoire et ses succursales soient dotés d'un certain nombre d'infrastructures qui permettent au gouvernement central et aux provinces de transmettre ce qu'ils ont à transmettre à la base la plus reculée. Et c'est ce qui est défini, je crois, c'est l'esprit même qui est défini dans le programme de 145 territoires, où on a défini un certain nombre d'infrastructures dont on doit doter les territoires de manière à aménager ou accommoder la gestion du pays. Est-ce qu'il y a, vous avez des signes qui indiquent que nous sommes sur la bonne voie? Oui. Moi, avant même de vous donner ces signes-là, je vous donnerai une anecdote de ma jeunesse. Moi, je suis né au village. Dans les années 1963, j'avais déjà plus de 5 ans. Dans mon village particulièrement, on ne reconnaissait le policier que par sa grosse ceinture en cuir qui n'était pas usée. Les autres accoutrements étaient usés, jamais ils n'avaient été renouvelés. Mais la grosse ceinture en cuir, c'était le seul attribut par lequel on reconnaissait le policier du village. Vous comprenez? Il n'y avait pas... Donc les maisons étaient détruites, ainsi de suite. On savait reconnaître le policier rien que par sa grosse ceinture en cuir. Maintenant, l'État veut que, là où on veut reconnaître l'État, qu'on trouve un bâtiment de l'État, le bâtiment du territoire,
qu'on trouve la maison de l'administrateur du territoire, qu'on trouve la maison du médecin du territoire, qu'on trouve la maison, l'hôpital même ou le centre de santé, qu'on reconnaisse des choses qui signifient que l'État est là. Avant de demander à ces administrateurs du territoire d'aller mobiliser la population, il faut qu'ils aient les couleurs de l'État, les attributs de l'État qui va faire admettre qu'ils ont l'autorité, cette autorité que l'État leur confère. Et c'est l'objectif, le premier objectif donné au programme 145 territoires, qui a plusieurs phases. Aujourd'hui, on est à quel niveau? Nous sommes, si ma mémoire ne me trompe pas, dans la première phase. Nous sommes à l'aboutissement des premiers 6 mois de mise en œuvre du programme 145 territoires. Donc, un certain nombre d'ouvrages doit être livré d'ici le mois d'avril. Dans combien de territoires? En principe, ça devait être sur l'ensemble des territoires. J'ai vérifié. Mais non, ça devrait être. Mais vous savez qu'il y a l'état d'enclavement de certains territoires qui ne peut pas avoir permis que les matériaux, par exemple, de construction qui viennent de Kinshasa ou de centres comme Lubumbashi ailleurs, le ciment, les barres, comment on appelle ça, les barres, comment on appelle ça, barres de fer. Barres de fer avec lesquelles on fait les colonnes, ça ne peut pas être dans le village. Il faut que ça vienne des centres extra-urbains comme Kinshasa. Et il y a des coins où il faut passer par les baleinières, il faut passer par, avant que ça atteigne le territoire visé. Donc, le temps ne peut pas être le même pour certains territoires que pour d'autres. Mais en tout cas, les premiers territoires à avoir été mis en branle doivent livrer les premiers bâtiments à la fin de ce mois de mars ou de 8 avril. Je n'ai pas les statistiques, n'étant pas de l'État. Monsieur le fermier, vous qui êtes sur le terrain, avec beaucoup d'enquêtes que vous menez, quels sont les points forts de ces programmes de 145 territoires? Non, mais il faut dire que dès qu'on parle de la base, on a de l'espoir que l'on peut toucher au développement du pays, parce que le développement de tout un pays, de tout pays, doit partir de la base. Mais là, je parle en tant que société civile. Dans nos analyses, d'abord, il faut que je vous précise que quand on parle de développement à la base, ce n'est pas une notion congolaise, c'est une philosophie. Donc, c'est une vision prospective qui s'appuie sur 3 principes. Le premier principe, c'est la participation. Les gens à la base doivent participer à leur développement. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est la responsabilisation. C'est eux qui sont responsables de leur développement. Et le troisième principe, c'est l'autonomie des populations. Ils n'ont pas de chef quand ils sont en train de travailler pour eux. Il faut qu'on arrive à pouvoir intérioriser ça. Et le développement à la base a une mission. La mission, c'est celle d'assurer un accès universel vital à toutes les populations, à toutes les communautés de base et toutes les organisations qui s'appellent de base. Et qu'est-ce qu'on appelle minimum vital commun? C'est en fait, on doit arriver à ce que les besoins de base soient satisfaits au niveau de cette base-là. Et quels sont les besoins de base? Vous vous rappelez que quand je parle de besoins de base, vous vous rappelez qu'un jour ici, je vous avais parlé de la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow qui prévoit que, à la base, c'est les besoins fondamentaux, physiologiques, sans lesquels quelqu'un meurt. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Je l'ai dit de façon un peu simple pour que tout le monde... c'est une émission quand même pédagogique aussi. Donc, les besoins physiologiques, c'est-à-dire quand on ne les a pas satisfaits, la personne meurt. Et c'est ça qu'on appelle les besoins à la base. C'est nourrir, c'est soigner, c'est loger. Donc, quand quelqu'un ne se nourrit pas, il meurt. Quand quelqu'un loge dans de mauvaises conditions, n'attendez pas qu'il vous fera longtemps. C'est pourquoi on parle d'habitat décent. Et puis, quand quelqu'un ne se soigne pas, une fois qu'il est malade, il va mourir. Donc, ça, ce sont les besoins de base. Et ça se pose, on commence par ça.
Et deuxièmement, enfin, bien sûr que la pyramide de Maslow prévoit d'abord que ça, ce sont les besoins fondamentaux. Avant d'aller trouver les besoins de sécurité, l'homme a besoin quand même qu'il soit en sécurité, les besoins de protection qui viendront plus tard et les besoins d'accomplissement qui sont quand même au sommet. Donc ça, c'est très important pour pouvoir parler de ce développement-là. Mais seulement, il y a un petit problème, un petit couac. Avant d'arriver au couac, parce qu'il y a une petite confusion, je vais vous la démontrer tout à l'heure, le développement à la base a 4 bases aussi. Un, renforcement des capacités à la base, donc les gens doivent avoir des capacités d'agir. Deuxième base, c'est la valorisation des potentialités productives agricoles. Ça, c'est très, très important. Ça doit être valorisé. Et puis, il y a l'amélioration des infrastructures de base. En fait, les infrastructures de base, c'est pour que la production agricole puisse atteindre d'autres niveaux. Et c'est là que ça devra aller. Et puis maintenant, il faut aussi organiser. Mais là où il y a quelques couacs dont je voulais parler, c'est que quand nous parlons de développement de 145 territoires, c'est un niveau. Et ces niveaux-là, c'est tout à fait normal que les agents qui se trouvent à ces niveaux-là doivent être bien logés. C'est pourquoi on construit des maisons. Ils doivent avoir des bureaux tout à fait. Parce que n'oubliez pas que dans notre système de décentralisation, les territoires sont des entités déconcentrées. Déconcentrés, c'est-à-dire ce sont des entités de normalisation. C'est eux qui doivent faire suivre les normes par les entités qui sont à la base. Finalement, ce sont les territoires, enfin, les chefferies et les secteurs. Donc là, ce sont des entités qui sont tout à fait à la base. Et en ville, il y a aussi des entités à la base, ce sont les communes. Et donc, les territoires doivent être tout à fait outillés, avec des beaux bureaux, avec des agents tout à fait compétents, capables d'aller faire 3 opérations. Le monitoring, le contrôle et le suivi. Voilà le travail que les gens de territoire doivent faire au niveau des ETD. Mais les ETD, qui sont les chefferies et les secteurs, sont des entités dotées de personnalités juridiques. Ce n'est pas le territoire qui peut dicter à une ETD à la base ce qu'elle doit faire. Elle s'autogère parce que l'ETD a 3 organes. Vous avez l'exécutif, c'est-à-dire le chef de secteur avec son adjoint. Vous avez l'administration, là où se trouve l'agronome, le vétérinaire et tout ce qu'il y a. Et vous avez les conseils de secteur. Les conseils de secteur, c'est une sorte d'assemblée du secteur qui prend les décisions que l'exécutif applique. Et ces entités-là sont dotées de personnalités juridiques. Voilà comment il faut comprendre. Alors, c'est comme ça que j'ai dit, développement à la base, c'est au niveau de secteur et chefferie, tandis que le développement de 145 territoires, c'est au niveau des entités de normalisation. Quels sont les territoires? Maintenant, quand on dit développement de 145 territoires, à la base, il y a un peu de... Je crois que... alors là, ce sont des choses que nous devrions voir en tant que techniciens pour voir comment tout le monde peut avoir la même compréhension. Donc, les techniciens qui lisent ça comprennent, mais c'est les gens qui... l'opinion dans l'ensemble. Mais il y a des gens qui vous parlent de développement de 145 territoires comme si tout... c'est le territoire qui va diriger le secteur ou qui va faire quoi. Donc il y a 2 niveaux. Dans ce programme, il y a des points faibles aussi. Oui, c'est ce que nous considérons. Si jamais cet aspect n'est pas séparé, et ça peut considérer comme un point faible. D'accord. Mais moi, je considère que le programme, pour arriver à dégager les points faibles, bon, toute œuvre étant perfectible, pour arriver à les dégager, il faut le lire, il faut l'analyser. On ne peut pas, sur base de conceptions ou de concepts généraux, juger d'un programme qu'on n'aura pas lu, dont on ne connaît pas la finalité. Parce que je reviens... En fait, si ça s'agit de moi, je l'ai lu jusqu'à la fin. Non, je parle de ceux qui font la confusion entre base et territoire. Parce que dans le programme de 145 territoires, je ne suis pas défenseur du gouvernement. C'est parce que
dans notre parti, nous sommes impliqués dans les actions du chef de l'État, que nous suivons ce qui se fait. Je connais donc... Mais la confusion vient justement de parler à la fois 145 territoires et puis la base. C'est ça la confusion. Dans le programme, il est défini un certain nombre d'ouvrages à réaliser, le nombre de ponts à construire, le nombre de bacs à installer, le nombre de bâtiments à faire dans la province, pour les écoles, pour les centres de santé. C'est défini, c'est quantifié. D'accord. Et donc, mais les mots base est compris dans ce programme. Ce n'est pas ça qui devrait faire la confusion. Le travail est défini, qui doit être fait. On sait qu'on doit faire ceci. Le territoire n'est pas entité de base. Est-ce que la base, quand on dit base à l'UDPS, ça signifie territoire? Ou bien non, c'est une conception. Ça c'était votre concept. C'est un autre sens. Bon, les autres sont... Alors, Madame Amongo, Oui. ce programme, comment vous les jugez? Il y a beaucoup de chances qu'ils réussissent? Merci beaucoup, Monsieur Noël. Tout ce qui est fait pour le bien de la population, nous ne pouvons que l'accepter. Le programme de développement local des 145 territoires, M. Simon nous l'a envoyé sur WhatsApp. J'ai essayé de passer. C'est un programme, je crois, de 46 pages. De 46 pages, donc il faut vraiment avoir le temps de lire. Mais en lisant, en parcourant quelques lignes, je me dis que c'est un bon programme. C'est un programme qui vise le développement de l'arrière-pays. Vous voyez, quand les colons sont arrivés, ils ont commencé par quoi? Ils devaient d'abord frayer des chemins pour entrer, savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Le programme de développement local des 145 territoires. Je félicite le ministre Mouyaya qui a organisé un briefing où les 3 organismes qui financent ce programme sont passés pour éclairer la population. Donc on doit tout faire pour mettre la population au courant de ce qui se passe. Parce que souvent c'est quelque chose, c'est comme si c'est abstrait, on entend le programme de développement local, mais qu'est-ce qui se passe dans le fond? Ils sont en train de travailler, mais ils ont commencé par comme l'a dit M. Kambelembele, par les bâtiments. Mais nous sommes un pays très grand. Il faut faire en sorte que le pays soit accessible. Et le pays est accessible par les routes. On doit essayer de construire toutes les voies pour permettre à ce qu'on ait accès. Une province puisse être facilement accessible. Tu peux entrer dans une autre province sans problème, parce que le pays est vaste. Mais quand vous construisez d'abord les bâtisses, mais comment les gens vont arriver là-bas quand il n'y a pas de route? Donc, la première des choses à faire, c'était d'abord les routes. Les routes de dessert agricole. Parce qu'une maman qui produit des pommes de terre, une maman qui produit des patates douces, qui veut acheminer sa production vers les grandes agglomérations, s'il n'y a pas de route, il y a les ponts. Elle ne saura pas. Mais non, il n'y a pas de ponts partout, papa. Donc les routes de dessert, on devait d'abord commencer par ça. Quand les provinces sont accessibles, on peut maintenant construire tout ce qui peut suivre. Concernant l'évolution des choses, j'ai suivi à la télé la province qui est gâtée dans le PDL, c'est le Kasaï. C'est là qu'on est, mais oui. C'est là qu'on est en train de construire des écoles. On parle de Dibelengue. Les Kassaïens doivent savoir où ça se trouve. On construit des écoles à Dibelengue. Dans le fin fond là, on construit. Et dans le nord Kivu aussi, on est en train... Hein? Rassurez-moi, le Dibelengue, c'est toujours au Congo. Oui, c'est au Congo. Donc ça va, merci. Mais oui, j'ai dit, oui, la province privilégiée, c'est le Kasaï. Oui, c'est au Congo. Le Kasaï, Oui. parce qu'il y a 3 Kasaï. Hein? Il y a 3 Il y a Kasaï. 5 provinces dans le Kasaï. Bon, le Kasaï, comprenez ce que je suis en train de dire. L'espace C'est Kasaï. là. Et il y a aussi le Nord Kivu. Le Nord Kivu. Le matériel arrive avec des difficultés chez moi dans le Grand Équateur. Les matériels arrivent avec peine, mais il faut le faire. Mais la priorité, moi je le dis, je persiste et je sais, les routes d'abord. Les bâtiments administratifs, ça peut venir après. Parce que maintenant, là, bientôt, on va livrer les bâtisses. Mais s'il n'y a pas de route, comment les gens vont arriver là-bas? C'est une difficulté à surmonter. Mais c'est un programme, si on met du sérieux, si nous sommes sérieux, nous verrons les résultats. Ok. Alors, Loto. Il faut qu'on explique bien cette notion de développement à la population qui nous suit.
Aujourd'hui, même ceux qui font des rapports dans le monde, quand on parle de développement, c'est d'abord deux choses. L'accès à l'eau potable et à l'électricité. C'est ça qui, en vrai, qui fait qu'on soit développé. Vous ne pouvez pas créer des bâtiments, des infrastructures, des usines si vous n'avez pas d'électricité. Une population qui n'a pas accès à l'eau potable n'est pas développée, parce qu'il y a le choléra, il y a des maladies et tout ça. Donc c'est ça la première chose d'abord. Deux choses, l'électricité et l'accès à l'eau potable. Et les bâtiments quand même. Oui, bien Pas sûr. sur un arbre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le bâtiment, il faut le construire. Non, mais bien sûr. Mais vous, si vous construisez des bâtiments sans électricité, vous avez Inga qui sert à rien. S'il n'a pas construit le bâtiment, Non, mais on peut l'électricité. amenez d'abord l'électricité auprès du peuple. Avant le bâtiment. Non, amenez d'abord l'électricité auprès du peuple. Qu'est-ce Voilà. qui dit l'œuvre, Bon, c'est quoi? non, mais revenons d'abord. Alors, parlons de développement. Il y a les infrastructures de base. Bon, on a parlé les hôpitaux, les écoles, les routes des dessertes agricoles, comme disait monsieur tout à l'heure. Mais c'est une très bonne chose. Moi, c'est un programme que je soutiens à 100%. Congo-Brazzaville l'a fait, ils ont appelé ça la municipalité accélérée. Vous vous rappelez? Donc, on ne peut qu'appuyer ce programme. Mais ne nous égarons pas dans des notions faites par les autres, on vient répéter ici, là-bas, c'est ça, là, non. D'abord, l'eau potable, l'électricité au plus près. Ici, on est à Kinshasa. On n'a pas l'eau, on est développé. On a passé combien de temps ici à attendre qu'on enregistre l'émission? On n'avait pas d'électricité. Il y avait une coupure pendant 6 heures, 7 heures. L'électricité est un facteur de développement. Un facteur de développement, on ne peut pas. Facteur, pas le seul. Non, Un un des facteurs. Un des facteurs. L'eau potable et l'électricité. Il y a un problème aussi de taux. Pardon? De taux de réalisation. Oui, ça, c'est un programme. Un Il programme. y a aussi un problème. Hein? On dit l'eau, l'électricité. Nous ne sommes pas à 0% d'eau, 0% électricité. Commençons déjà par Kinshasa pour voir. Non, nous ne sommes pas à 0%. Oui. Mais ne demandez pas en commençant que nous soyons à 100%. Non, je ne dis pas qu'on commence par Donc, ça. je dis qu'il y a un problème de par taux rapport à de ce qui a été réalisation. dit, par rapport à ce qui a été dit, c'est une question qui a été éludée, l'eau et l'électricité. On a fait des définitions sur le concept de base et tout ça. Mais je n'ai pas entendu cette histoire-là de d'eau et d'électricité. C'est très important. Très important pour le développement. J'ai insisté, Voilà. mais je disais tout à l'heure que quand vous lisez le programme en question, toutes ces questions sont abordées. Les routes de dessert agricoles, le nombre de ponts à construire, le nombre de bacs, là où on va mettre les bacs, c'est déjà calculé dans le programme là. Donc c'est question de réaliser dans le temps imparti, phase par phase. Alors, Lokaka, Moi, je vous remercie. Moi, je médite, hein, comme d'habitude. Je salue l'intervention du fermier. Il a énuméré ça techniquement. Les 145 territoires sur le Congo. Ce n'est pas un programme, moi j'insiste. C'est un plan de développement du Congo. Mon Dieu, on a un problème au ministère de plan de mon pays. C'est sérieux. La planification dans un État. Il y a des plans, mais ici c'est un programme. Je m'excuse. En tout cas, moi j'ai eu les finances publiques. En tout cas, j'ai appris les finances publiques par des professeurs. J'ai étudié l'administration. Je connais la politique publique. Dans une république, les 145 territoires, c'est la souveraineté d'un État. Quand on parle d'un programme financé par PNUD, vous vous rendez compte quand PNUD finance la souveraineté d'un pays. Les 145 territoires, c'est le Congo. C'est la puissance publique du Congo, c'est la souveraineté d'un État. Vous égarez le... Le doyen a expliqué. Vous Qui égarez dit le- développement, il n'y a que deux aspects. Vous avez la qualité et la quantité. La quantité vous amène au progrès. La qualité, c'est dans la formation. Qui sont les agents commis à la formation de 145 territoires? Vous avez parlé, non? Santé, éducation, routes, hôpitaux.
C'est le Congo. Ça doit être planifié. Avec le ministre de l'économie, budgétisé. Parce que l'État, en son ensemble, ne fonctionne qu'avec des projets dans un ministère de plan. Et la sommation du projet forme un plan de développement. Mon pays fait obstruction à un plan de développement. Les 145 territoires, c'est le Congo. Il faut planifier et budgétiser à long, à moyen et à court terme pour avoir un rendement. Alors, mais non, c'est tout, d'après votre explication. Vous allez organiser les paysans. Comment? Pour faire la production. Pourquoi on va recourir aux planches à billets? Parce qu'il n'y a pas de production. Mais si on organise les paysans, nous avons le développement avec les ZTD. Comment faire un programme au niveau du gouvernement central quand nous avons la décentralisation? Et le programme du gouvernement provincial va inclure les territoires. Comment? Un dysfonctionnement entre le gouvernement central et les programmes de gouvernement des provinces. Je dis, c'est sérieux. Et à quoi sert un ministère de plan et de budget? Mais la planche à billets aussi, monsieur Lecoq, la planche à billets peut favoriser aussi la production. Hein? Oui. La planche à billets favorise la production que quand il n'y a pas de production. C'est comme ça qu'on recourt à la planche à billets. Un pays qui a la production. Bon, alors monsieur... Non, je vais juste dire, excusez, il y a un aspect très technique. Notre problème, c'est le sérieux et l'ordre. C'est-à-dire, on n'est pas contre, mais comment formaliser? Comment rendre ça d'utilité capitale? Comment rendre ça sérieux? Même si vous n'êtes pas là. Parce que le Congo, quand on gère, on pense que je suis là. Apprends-toi, tu n'évalues pas le futur. Il faut intégrer ça. L'État, c'est la continuité. La continuité des services. Qui sont les agents? Parce qu'il s'agit de développement. Les agents du développement. Qui sont formés. Comment acheminer? Vous avez parlé de matériel, non? Le TP. Est-ce qu'il y a le modèle type? Parce que s'il faut construire les bâtiments, les hôpitaux, mais si tu es au territoire tu es chez Kassangulu, l'hôpital de référence de Kassangulu et de Mamaye Moué, c'est lui qui est à Bikoro, c'est le même type. Qui a commandé le matériel type de briques? Quelle est l'organe habilité à acheminer ce matériel dans des territoires? Donc, nous avons des problèmes. Et comme nous avons des problèmes, nous ne voulons pas résoudre le problème à formaliser dans le sérieux. Nous pouvons faire que le tâtonnement. Parce que, comment on va évoluer ça? Commencez par lire le programme. Non. La lecture n'est pas... Et c'est l'intégration dans le plan du pays. Et la budgétisation. Et ce programme... C'est 1 million par territoire. Enfin, ce programme que moi je qualifie doit être un plan, doit être discuté Bon, alors, citez monsieur aux deux Lecoq. chambres. Monsieur Lecoq, ok? Je pense qu'il y a quelque chose que Mouka Kantsenda parlait en termes de la réconceptualisation de la marche et de la pensée de l'État congolais. Oui, l'État doit se faire respecter par sa grandeur. En tout, l'administrateur du territoire doit être mieux logé que n'importe qui. Oui. Les bureaux de l'État doivent être imposants par rapport à d'autres bureaux de privés. Donc l'État doit s'imposer en tout et pour tout, par sa grandeur, on les respecte. Alors, Alderich, est-ce que vous êtes économiste, est-ce qu'il y a moyen d'expliquer pour les téléspectateurs la différence qu'il y a entre un plan et un programme? Merci, directeur. Je vais bien répondre à votre question.
Un jour, ici autour de cette table, je pense que l'expert Maïra avait dû déjà commencer en précisant que le développement est un concept, vous savez, subjectif. C'est relatif. Parce que c'est quoi le développement? Le développement, à proprement parler, moi au sens pur, le développement, c'est juste le bien-être. Nous avions eu des sociétés organisées qui étaient d'ailleurs peut-être les meilleures parce que à cette époque-là, on ne parlait pas de pollution. Mais qui vous dit que développement veut dire grosse industrie polluant? Non. Nous, on avait un système, même en matière d'agriculture ou de nutrition, nous avions des systèmes communautaires qui faisaient qu'on n'avait pas besoin de polluer, on n'avait pas besoin d'organismes génétiquement modifiés. Et il y avait des systèmes organisés qui permettaient la paix. Aujourd'hui, nous nous battons ici à vouloir restaurer la paix en Afrique, mais avant, on avait des systèmes qui arrivaient à régler tout ça. Donc ne pensez pas que l'homme blanc nous a apporté quoi que ce soit, et encore moins le développement. Parce que je voudrais que nous quittions la conceptualisation du développement comme le menu qui nous est servi par l'Occident. Mais parce que nous... Voilà. Mais parce que nous parlons du bien-être, parlons du programme. Je voudrais répondre aussi à l'expert Maïra qui a déjà soulevé ces problèmes et nous avons déjà eu à apporter une réponse à cela. Expert, le programme s'appelle Programme de développement local des territoires. On n'a pas dit Programme de développement local des entités territoriales décentralisées pour que vous puissiez dire qu'il y a une contradiction. Mais quand on est en train d'évoquer le fait que ces programmes a trait au développement à la base, c'est pourquoi? C'est parce que quand bien même l'entité déconcentrée qu'est le territoire est différent de l'entité décentralisée qu'est le secteur ou la chefferie, ce sont les territoires qui ont la charge de normalisation, de coordination si vous voulez. Et donc, on se dit, on sous-entend si vous voulez, que le fait déjà de mettre les territoires dans les bonnes dispositions permettra de manière comme ça tentaculaire à toucher au mieux les chefferies et les secteurs, c'est-à-dire les entités territoriales décentralisées. C'est comme ça qu'il est normal que quand nous voulons parler du développement à la base, que nous puissions dire que le programme de développement local des territoires va permettre les développements à la base. Parce que comme vous l'avez dit, c'est là où il y aura les organes de normalisation. Le chef de territoire, l'administrateur des territoires doit être dans de bonnes conditions, on doit avoir des bons bâtiments, on doit avoir le minimum en termes d'électricité, ça a été dit ici, en termes d'adduction d'eau potable, on doit avoir un minimum qui va permettre qu'on touche encore plus loin. Parce que pourquoi même on a aujourd'hui 26 provinces? On a considéré que nous avions des très grandes provinces, que le gouvernement, que ce soit le gouvernement central ou les gouvernements provinciaux, n'arrivaient pas à toucher la population. C'est juste une manière de réduire la distance, vous savez, de rapprocher la base, donc l'entité territoriale décentralisée, que ce soit la collectivité, chefferie ou les secteurs, à l'autorité. Et il n'y a pas, parce que ici il a été dit qu'il y avait chevauchement, parce que voilà comment un programme comme ça pouvait être dirigé par le gouvernement central alors que nous sommes dans la décentralisation. Et pour ça, je reprécise, le territoire est une entité déconcentrée. Donc il ne faudrait pas que nous venions ici à chaque fois en disant il y a des problèmes. Monsieur Lokaka a évoqué le fait qu'il y aurait des problèmes de planification, je ne sais pas d'où il tire ça, parce que le programme a été établi, discuté à plusieurs reprises. Nous en avons parlé ici à plusieurs reprises, et je pense que nous ne devons pas toujours être dans la position d'évoquer des problèmes et d'ailleurs sans proposer des solutions, ou sinon des solutions théoriques et lunaires. Donc, ça, c'est pour essayer d'apaiser la population. Non. Maintenant, directeur, vous savez, on l'a déjà dit aussi autour de cette table, le Congo est l'un des pays qui a le plus grand nombre de plans dans les tiroirs. Il y en a beaucoup. Moi, je suis économiste et vous savez, c'est ce qu'on étudie, le plan de développement de ceci, plan de croissance et tout ça. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça, on a connu. Le programme, par contre, le programme de développement local des territoires
peut être considéré d'ailleurs comme un programme d'urgence. Vous savez, même avec la question des sécurités, nous considérons que l'État congolais n'est pas présent sur l'ensemble du territoire. Et il faut amorcer quelque chose. Aujourd'hui, moi, je fais le tour du pays. Il y a des endroits où vous arrivez, quand on vous montre le bâtiment de l'administrateur du territoire, il n'y a pas de toiture, vous n'avez que le mur, il n'y a pas de fenêtre, et vous avez peut-être la fondation. Un vestige, au fait. Mais il faut que nous commencions par quelque part. Et c'est un programme qui peut être considéré comme un programme d'urgence pour juste lancer les départs. Et je voulais aussi dire, directeur, arrêtons un peu le débat de la poule et l'œuf qui vient après l'autre. Vous savez, si je vous dis, vous pouvez dire que pour le développement, il faut d'abord les routes. Mais moi aussi, je peux vous dire que pour le développement, il faut d'abord les hôpitaux. Parce qu'il faut d'abord que nous soyons en bonne santé avant de construire les routes. Et quelqu'un d'autre peut venir dire non, avant les routes et les hôpitaux, il faut d'abord le manger. Et on va se retrouver dans une sorte de cercle vicieux qui n'a pas de solution. Il faut commencer de quelque part. Je vais chuter, directeur, parce qu'on veut quand même aussi faire des suggestions. La première chose que je voudrais suggérer... Mais dans tout le cas, les routes, c'est indispensable. C'est indispensable. Même nous sommes d'accord. L'administrateur, s'il vous plaît... L'administrateur lui-même, pour accéder à son bureau, il faut qu'il y ait... Effectivement, directeur, je n'en disconviens pas, mais je peux vous dire, parce qu'on a évoqué l'histoire ici, vous savez comment le Belge a évolué. C'est qu'on considère qu'avant tout, on doit poser des points, et après on essaye de les relier. Donc ce n'est pas totalement contradictoire de vouloir avoir d'abord des territoires qui sont mieux élaborés, et de commencer à penser à leur connexion. Je vais juste dire que ce n'est pas totalement illogique. Alors... par rapport aux recommandations, je crois que vous avez suivi que le BCECO, le Bureau de coordination, a lancé une phase de, on va dire quoi, contrôle de l'exécution du programme, parce que vous avez posé des questions sur les statistiques par rapport à l'évolution. Je pense que c'est à l'issue de ces processus de contrôle qui est amorcé depuis le premier que nous allons avoir un rapport pour savoir un peu comment évolue. Mais je crois aussi qu'on pourrait affiner le mode de monitoring qui puisse permettre à la population tout entière de suivre en temps réel l'évolution de ces programmes à travers les territoires, parce que nous savons qu'il y a des territoires où il y a eu des problèmes d'accessibilité et tout. Deuxième chose, directeur, une autre proposition, je crois qu'on a parlé ici du problème d'acheminement des matériaux de construction au lieu où ils devaient être construits. Je propose que le gouvernement, que ce soit avec cette phase ou les phases qui viendront, puisse privilégier les matériaux locaux pour la construction des édifices. Que ce soit, on a de l'argile partout. Les Belges, vous savez, n'importaient pas des barres de fer. Les Belges n'importaient pas du bois. On pouvait trouver tout au niveau local. Je pense qu'il faut que nous, parce qu'on parle de développement à la base, que nous puissions privilégier les matériaux locaux. Comme les briques cuites, par exemple. Voilà, par exemple. Et aussi, à long terme, je pense, ça c'est vraiment un programme global, il faut que nous puissions penser à un programme du type Big Deal congolais, qui va donner beaucoup d'emplois aux jeunes, parce que vous avez parlé de routes, vous avez parlé de chemins de fer. Il suffit qu'on mette beaucoup de jeunes à l'œuvre, à l'emploi, pour participer à la construction de ces édifices. Ça va permettre la croissance, ça va permettre de résorber la pression qu'il y a par rapport au chômage. Et je pense que plus rapidement, nous pourrons avoir un pays avancé, pour ne pas utiliser les concepts développés. D'accord. Une correction. Enfin, une petite précision, quoi. Je n'ai pas dit qu'il y a contradiction entre le développement de 145 territoires et le développement que je continue à insister au développement à la base. Le développement à la base, je vous ai donné ces indications, mais c'est plutôt, il y a complémentarité, parce que les territoires étant l'instance de normalisation qui devrait faire monitoring, contrôle et suivi, mais on ne peut faire le monitoring, le contrôle, le suivi que sur une entité qui est là. Et les entités qui sont là, ce sont les chefferies et les secteurs. Donc c'est la complémentarité. Il n'y a pas qu'on... C'est Jean qui avait parlé. Donc il n'y a pas... C'est vraiment la complémentarité. Parce que ces deux niveaux doivent aller ensemble. Ça doit aller ensemble. Sinon, on ne construit pas. Et puis, s'il vous plaît, à son temps, le général Kaloumé,
parce que c'est lui en fait qui était ministre de l'Intérieur quand on a fait la répartition des ETD, tout ça. Et il avait donné le nombre d'ETD pour dire qu'il y a aussi de l'emploi dedans. Imaginez-vous que nous avons 145 territoires et il y a une moyenne de 10, de 10 secteurs par territoire. Ça fait combien? 1400. Et vous avez des assemblées locaux, dont les conseils locaux, 1400. Et il y a, là où il y a par exemple 10 groupements, en fait c'est 2 candidats par groupement. Donc vous en avez 20 et il y a du travail là-dedans. Et c'est comme ça que moi, je recommande personnellement, je recommande que les élections prochaines commencent par les élections locales. Vous allez mettre beaucoup de jeunes gens au travail et maintenant vous pouvez monter. Parce que moi, je ne suis pas sûr que quand ça commence par la présidentielle, ça va arriver là-bas. Qu'on se donne comme défi que cette fois-ci, oui, cette fois-ci, ça commence à la base et on est très mal rassuré. Et quand les instances à la base sont tout à fait en place, il n'y a même pas de place pour une rébellion. Parce que le secteur est tellement organisé, il y a un exécutif, il y a une administration, et puis il y a un conseil. Et là, tous les secteurs du pays sont assis. L'administration commence par là. Ok. C'est ça le... D'accord. Alors, un parti politique, en plus, venait de naître. Sa sortie a eu lieu ce samedi 25 mars à Notre-Dame de Fatima. C'est l'œuvre de M. Grégoire Batonkandeja, qui en est à la fois fondateur et président. Alors nous pouvons dire avec la Bible que les bons vins arrivent toujours en dernière minute. Quant au pourquoi un parti en plus, alors que la République démocratique du Congo en compte déjà des centaines. Nous sommes installés dans notre pays depuis plusieurs années et promouvoir la justice, une justice équitable. Et c'est dans ce contexte-là que les fondateurs ont pensé qu'il fallait entrer dans cette arène pour contribuer à l'éducation des acteurs politiques et sociaux afin que ces derniers fondent leurs actions au service du développement sur base de certaines valeurs, les valeurs morales, éthiques, devant permettre aux générations futures de faire la vraie politique, parce que la politique, c'est pas le vice, ce n'est pas des invectives, c'est quelque chose d'énorme, c'est de l'altruisme. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons pensé qu'il fallait qu'on crée une organisation pour participer à la formation, à l'éducation, à la sensibilisation de notre peuple sur les idées fondamentales et les valeurs sur lesquelles on peut construire un état de droit, véritablement de droit, devant permettre de contribuer au développement du pays. Et cela a été fait dans le cadre du contexte actuel, vous savez, le contexte actuel qui est marqué par la guerre d'agression. Pour gagner cette guerre, il faut avoir l'information nécessaire. Et cette information, si on ne la donne pas aux populations, nous risquons de subir ce que les peuples qui ne se sont pas défendus ont subi, c'est-à-dire l'esclavage. Et c'est donc par la prise de conscience que nous avons eu cette idée de créer ce parti politique qui en réalité a été créé en novembre 2021. Mais on a pris le temps pour pouvoir le rendre officiel et l'occasion a été donnée cette fois que nous puissions sortir officiellement pour être au service de notre peuple et au service du progrès social. Mesdames et messieurs, nous avons terminé ce numéro. Espérons que dimanche prochain, Dieu va nous aider pour que nous puissions nous retrouver. Et si vous avez aimé l'émission, faites-nous les connaître. Les numéros que vous avez sur le petit écran, ce n'est pas pour nous appeler, mais c'est pour faire des messages. Et chaque fois que vous ferez un bon message, on les lira ici, au plateau. Au revoir et à la prochaine.
Bande koto tika boswate Naboyo kani bodiso na